où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver. Télérama Radio. Sur la lecture de Marcel Proust. Isabelle Janier lit Sur la lecture de Marcel Proust. Épisode 4. Toutes ces choses qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave, d'ailleurs légère, à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplait ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, consouvant dans une clairière les arbres et au bord des chemins ou sur les vieux murs les fleurs. Elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquait sur les murs, après avoir rosé l'aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges, que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux, et où le bruit des cloches arrivait, si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre d'où je saluais souvent le curé, tenant son bréviaire, ma tante revenant de Vêpres, ou l'enfant de chœur qui nous portait du pain béni. Quant à la photographie par Braun du printemps de Botticelli, ou au moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui au mur et sur la cheminée des chambres de Maple sont la part concédée par William Morris à l'inutile beauté, je dois avouer qu'ils étaient remplacés dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau, dans son dolman, et je fus très étonné d'apercevoir une nuit, dans un grand fracas de locomotive et de grêle, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime de la munificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre. Mais alors, je ne me souciais pas de son origine, qui me paraissait historique et mystérieuse, et je n'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui, et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu, et je suppose que je ne le reverrai jamais. Mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Je laisse les gens de goût orner leur demeure avec la reproduction des chefs-d'œuvre qu'ils admirent et décharger leur mémoire du soin de leur conserver une image précieuse en la confiant à un cadre de bois sculpté. Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied, avenue de la Gare, sur le port ou place de l'église, dans un de ces hôtels de province
aux longs corridors froids où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver, mais n'efface pas, et que les narines aspirent 100 fois pour la porter à l'imagination, et que les narines aspirent 100 fois pour la porter à l'imagination, qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle, avec tout ce qu'il contient de pensées, de souvenirs. Ou le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on n'entre plus avant, jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre, de s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie, dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres et qui garde jusque dans la forme des chenets et des dessins des rideaux l'empreinte de leurs rêves, en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi, dans le lit, et de coucher enfin avec elle, dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que tout près l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. C'était Sur la lecture de Marcel Proust. Télérama, Radio.